tous, on va parler de DataVis. C'est l'histoire de quelqu'un. Faut que je parle là, hein, c'est ça. Ouais. J'ai l'habitude de bouger. Faites-moi signe si je m'éloigne trop et que vous ne m'entendez plus. Donc c'est l'histoire de quelqu'un qui a décidé de faire quelque chose et qui a été très déçu du résultat. Ça nous est tous arrivé, peu importe la situation. Moi, par exemple, quand je suis avec des amis, que j'ouvre une bouteille de vin et que je finis par l'acheter dans l'évier ou dans le vinaigrier parce qu'elle a complètement tourné, bah, je suis super déçue de mon choix. Je vous parle de ça parce que je trouve que c'est un très bon exemple. On a des applications aujourd'hui, on peut prendre en photo une étiquette, on a accès à des centaines de milliers de données pour retrouver tel vin, tel producteur, telle typologie, tel cépage, etc. Donc la donnée, il n'y a pas de souci, on en a. Mais au moment de choisir laquelle il faut que j'ouvre, là j'ai un problème, ça ne m'aide pas à prendre la bonne décision. Du coup, il y a un an, j'ai fait mon gestionnaire de cave à vin avec Data Studio. Alors, s'il y a des devs dans la salle, je pense que vous allez doucement sourire, mais je ne suis pas développeuse, donc voilà, j'aurais pu faire une application, moi j'ai fait un Google Data Studio. Je vous montre ça parce que du coup, après ça, j'ai jamais refait un Data Studio de la même façon, clairement. Ce qui est sympa, c'est que là, par exemple, c'est ma page sur les accords avec le fromage. Et donc, non seulement, chose très pratique, j'ai préfiltré pour m'enlever les vins qui sont encore en garde, parce que ce serait dommage que j'ai envie d'ouvrir la bouteille avant l'heure, donc je vois que ceux qui sont prêts à boire. Et surtout, vous voyez en bas, j'ai un petit picto alerte devant ceux qui sont à boire maintenant. C'est-à-dire soit c'est en 2022, soit je suis en retard, et là on en a une qui date de 2021, il serait peut-être temps de l'ouvrir. Non seulement ça m'aide à choisir quelle bouteille je vais ouvrir, donc la DataVis m'aide à prendre une décision, mais ce qui est vraiment encore mieux, c'est que si je dois faire un plateau de fromage la prochaine fois que j'ai des invités, à votre avis, je vais acheter du chèvre ou du Beaufort? Je vais aller acheter le fromage qui va me permettre d'ouvrir la bouteille que j'ai à boire. Quand je ne suis pas amatrice de vin, je suis responsable marketing digital chez Think Talent. C'est un groupe de 14 cabinets de recrutement qui est en hyper croissance. On a ouvert des cabinets cette année. Moi, j'y suis depuis le mois de juin. Ils sont, grosso modo, c'est plus 100% de chiffre d'affaires, plus 100% de collaborateurs. En juin, on était 180, on est déjà 250. Donc là, si vous voulez, en 3 mois, j'ai dû poser énormément de bases pour construire quelque chose qui va pouvoir tenir la route dans ce train à grande vitesse que j'ai rejoint, quoi. Et où il y a beaucoup à faire et sur beaucoup de chantiers différents, c'est-à-dire que je n'ai pas que le SEO en charge et j'ai au moins 15 marques. Et la DataVis, c'est vraiment d'une grande aide au quotidien. Avant ça, parce que du coup, je vais avoir quelques slides de ce que j'ai fait là-bas, donc sur des thématiques de recrutement. Je voudrais vous parler d'un cas que j'ai vécu en agence. Jusqu'au printemps dernier, j'étais en agence. Et sur un an d'accompagnement qui représente, alors je vous l'ai mis, moins de 50 jours, parce que quand on accompagne quelqu'un à 35 heures par semaine ou qu'on a 2 jours par mois, on ne fait pas les mêmes choses dans le même timing forcément. Au printemps dernier, on a fait un audit de pré-refonte avec eux. Ensuite, on a fait une refonte. Enfin, on les a accompagnés pendant la refonte et du coup, qui intégraient un cocon sémantique. Au dernier trimestre 2021, on a fait un deuxième cocon et on a commencé à mettre en place un support de DataVis. Et là, on a lancé carrément un accompagnement annualisé, fini le one shot, une presta, puis une suivante. On a vendu un temps imparti tous les mois d'accompagnement. Et au premier trimestre 2022, on a mis en place, en fait, dans ce temps de consulting mensuel, une revue du dashboard de DataVis qui avait été construit. Et donc, on a fait ces premières réunions mensuelles qui nous permettaient à la fois de revoir les performances et surtout, en fait, de prendre des décisions pour la suite et ce qu'on allait prioriser sur le mois suivant. Ce qu'on a fait par la suite, c'est de faire évoluer les pages listing de produits. Et d'une façon donc data-driven, vu qu'on ne pouvait pas toutes les faire d'un coup, on a choisi les 10 premières qu'on allait enrichir. 10 pages, un mois plus tard, plus 20 cas de visite SEO. Stable pour l'instant. Donc plutôt une belle perf, ce qui était presque dommage, c'est que je venais juste de partir. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en plus de ça, c'est un vrai cas d'upselling. Si vous êtes en agence ou en freelance et que vous adoptez cette revue mensuelle avec un client et qu'en fait lui aussi voit ces données, partage votre avis, comprend les décisions, et je me suis rendu compte qu'au moment où j'ai fait le débriefing un peu de sortie en disant voilà, avec tel client on en est là, on avait parlé de plan de marquage avancé, de faire 3 nouveaux cocons, de faire du netlinking en français et de s'ouvrir à l'international avec du coup 3 nouvelles matrices de mots-clés dans 3 nouveaux pays,
la déclinaison donc, du dashboard de DataVis dans ces pays et carrément du netlinking, multilingue, alors qu'on n'avait toujours pas attaqué le français. Hein, pour vous dire à quel point le client est embarqué, comprend les enjeux, et finalement, alors tout n'est pas encore vendu, mais en tout cas, tout ça, ça avait été parlé, et le client était presque en demande, c'est-à-dire qu'il comprend le pourquoi du comment, il a envie d'avancer. Après, forcément, c'est une question de budget, on ne peut pas tout faire en même temps, et quand du coup vous êtes à plein temps chez l'annonceur, etc., tout de suite, vous pouvez aller beaucoup plus vite. Ce qui d'ailleurs m'a donné envie, finalement, moi, d'aller chez l'annonceur, faire ça à plein temps dans un plus gros projet. Petite question totalement rhétorique. Quelle expérience, du coup, vous attendez de votre tableau de bord dans votre conduite de projet? J'espère que vous en avez marre de la vieille radio, que vous voulez un port USB, un GPS et tout ce qui va avec pour avoir une bonne expérience, du coup, de conduite. Je vous propose donc comment avoir une meilleure expérience en 6 points. Petit rappel des concepts, on va aller assez vite. Le b.a.-ba d'une bonne expérience. Ensuite, on parlera de connexion. J'aimerais faire un petit focus sur les tags et comment les tags vont vous aider vraiment à filtrer. Et c'est ça qui va principalement vous aider à prendre des décisions. Et donc, on verra un petit peu la prise de décision éclairée. Et en dernier, j'aimerais bien vous parler de à quel point ça peut être une révolution organisationnelle et pas que sur le SEO ou tout autre levier digital. Les concepts, vous allez voir, je ne vous ai pas mis des définitions, elles sont toutes sur définition marketing, vous irez les voir si vous avez envie. Les datas, ça peut être des mots, des tags, ça peut être des pourcents, des rapports, des chiffres, bon, je ne vous apprends rien. Et bien souvent, il y a une façon de les représenter qui est meilleure qu'une autre. Donc la data vis, c'est quand on choisit de la représenter. Alors, élément important, une donnée ne doit pas forcément être visualisée, elle peut servir à filtrer. C'est important de se le rappeler. On peut avoir pour des pourcentages des camemberts, des histogrammes. On peut comparer une donnée avec elle-même sur une chronologie temporelle. Et on peut avoir des étoiles. La data vis avancée, c'est quand vous allez combiner tout ça, combiner plusieurs sources de données, et faire des formules conditionnelles pour la mettre à votre sauce. Par exemple, tout à l'heure, mon petit picto alerte qui me dit que celle à boire, il faut que je rajoute un picto, c'est moi qui finalement ai retranscrit la data. Quand la date est dépassée, tu me mets à boire et tu me mets un picto devant, j'ai créé ça avec une formule. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, tout ça, ça peut correspondre à un restaurant 2 étoiles. Alors, je ne connais pas les détails du guide Michelin, hein, mais disons qu'une excellente qualité, une bonne maîtrise, un chef créatif, un bon rapport qualité-prix et de la constance, on va dire, pour l'exemple, que c'est un restaurant 2 étoiles. Et là encore, ça ne va pas suffire à prendre une décision. Pourquoi vous allez aller y manger? Parce qu'ils ont créé du data storytelling. Et 2 étoiles, ça veut dire une cuisine excellente qui mérite un détour. Il y a un petit décalage, mais c'est pas grave. Et c'est en ça que vous allez choisir d'aller manger dans tel restaurant, parce que vous savez ce que signifient ces étoiles. Le data storytelling, c'est littéralement ce qui va vous améliorer la qualité des tableaux de bord pour vous aider à prendre des décisions. Un dernier élément que je voulais aborder, qui sera un peu moins impactant dans la prise de décision, mais qui ne mange pas de pain, c'est le data art. Le data art, c'est quand vos étoiles, elles sont à votre image de marque, pour résumer. Ça va permettre de s'approprier ce document, de le mettre à minima à votre charte graphique, etc., pour en faire un élément incontournable de votre stratégie. Voilà, grosso modo, pour l'intro. Le b.a.-ba d'une bonne expérience. En quelques bullet points rapidement, organiser ces slides de l'overview au spécifique. Je vous montrerai des exemples après, mais moi, j'en peux plus de voir des pages avec des dizaines et des dizaines de graphiques collés les uns à côté des autres, on ne sait plus où commencer à regarder. Vaut mieux du coup ne pas surcharger et donc ne pas hésiter à avoir beaucoup de slides. J'ai des rapports qui font 60-70 pages. Je n'ouvre pas chaque page à chaque fois, mais je sais que grosso modo, là j'ai la comparaison de tout et si je veux aller dans le détail, j'ai la slide qui va bien et je me balade dans mon document. C'est important du coup de conserver un bon ratio KPI et entité comparée. Plus vous mettez de choses en comparaison, moi j'ai 15 marques, je ne vais pas mettre 20 KPI pour 15 marques. Ma slide, elle va déborder, je ne vais rien y voir. Je vous montrerai les exemples, ce sera plus parlant. Et utiliser des codes de repérage. Les couleurs, le data art, ça sert aussi à s'organiser. Cette slide, elle est de telle couleur, donc c'est telle marque. Et comme ça, je sais où j'en suis dans mon document, et ce que je suis en train de regarder. D'où l'importance des couleurs et des titres. Et avant de vous montrer les slides, je voudrais vous montrer cette capture. Alors ne lisez pas dans le détail chaque colonne maintenant.
Si vous téléchargez la présentation, ça vous parlera, c'est grosso modo comment j'organise la vue de mes cocons sémantiques. Mais ce qui est important ici, c'est de repasser par une étape de cadrage. Quand vous faites je vous disais tout à l'heure, j'aurais pu faire une application mobile pour mon gestionnaire de cave à vin. Vous ne vous lancez pas dans une application, un site web, sans réfléchir à l'arborescence et à faire des maquettes en amont. Vous partez pas tête baissée, là c'est pareil en fait. L'idée, c'est que je me pose sur mes rubriques, je me dis, ok, donc d'abord j'ai une overview avec tout ça, ensuite j'ai du spécifique avec ça, et ensuite je me dis, dans chaque page, voilà, je vais mettre telle data, telle data, telle data, qu'est-ce qui va être le meilleur moyen de la rendre? Est-ce que c'est un camembert? Est-ce que c'est un histogramme? Est-ce que c'est un nombre avec l'évolution positive ou négative? Et ensuite, je mets l'objectif. Mon objectif, est-ce que c'est de comparer A avec B? Est-ce que c'est de comparer A avec lui-même sur 6 mois? Et grosso modo, quelle décision je peux en prendre? Et ensuite, généralement, j'aime bien mettre la source pour être sûr qu'elle est connectée. Par exemple, dans ce que j'ai pu mettre en place là chez Linking Talent, j'ai déjà des choses que j'ai envie de faire, mais le connecteur Matomo, on l'a toujours pas. Et du coup, bon, pour l'instant, c'est artisanal, je récupère à la main. Enfin voilà. C'est important de savoir aussi où on en est, est-ce qu'on a pu connecter. Et si vous avez bien tout ce qu'il vous faut pour ensuite développer tout ça sur Data Studio. Enfin, je dis Data Studio parce qu'on est très Google en SEO, mais bien sûr, ça marcherait avec Power BI et autres solutions. Voilà, du coup, je vous ai beaucoup fait languir, donc voici un petit peu à quoi ça peut ressembler. Ça, c'est une slide overview, donc je vous disais, on a 15 marques, et là, rapidement, je vois quelles sont celles qui ont le plus de trafic jusqu'aux dernières. Alors, il y a des marques qui sont très récentes, et puis, je viens d'arriver, on ne peut pas révolutionner tout en 3 mois, on a fait beaucoup de setup, donc pour l'instant, c'est pas non plus mirobolant, mais ça ne devrait que s'améliorer. Mais en tout cas, je peux voir quelles sont mes cabinets dans l'ordre, par ordre de trafic SEO et de trafic global, et puis pour le business aussi. Mais là, j'ai finalement que 3 KPI pour 15 entités. Et après, en fait, je vais les regrouper intelligemment. Je ne vais pas passer tout de suite à du 1 par 1. Je vais prendre les 3 premières, et c'est mon niveau 1. Et là, je vais comparer 3 choses comparables. Si je comparais la première avec la dernière, je comparais des choux et des carottes, on s'en fiche. Donc je compare celles qui, en tout cas, sont à peu près équivalentes. Et là, je vais un peu plus loin. Là, mon trafic, je le compare, je le vois sur 3 mois comparé aux 3 mois précédents, je vois la répartition des canaux, et j'ai croisé les données dans la courbe du bas pour avoir les 3 ensemble. Et là, ça me valide qu'elles ont un intérêt à être comparées, puisqu'elles sont à peu près... Enfin, je vois qu'il n'y en a pas une qui est complètement au-dessus ou en dessous des autres. Et après, je rentre dans le détail de chacune. Et là, ce que je vous disais, je suis sur Linking Talent, j'ai de la couleur rose, je sais où j'en suis dans mon tableau. En plus, Data Studio s'est énormément amélioré sur le côté, maintenant vous pouvez faire des sections. Il n'y a pas si longtemps, je mettais des emojis pour faire les pictos, maintenant c'est natif, donc c'est vraiment bien. Donc là, pour l'exemple, c'est une remontée de SEMrush avec les meilleures pages et les meilleurs mots-clés. Ensuite, je vous ai mis un exemple où là, c'est filtré sur les mots-clés rémunération. Et puis pour Contalent, qui est notre entité dédiée au métier comptable, je vous ai mis une slide un peu plus overview de SEMrush avec l'évolution de mon trafic organique, etc. Là, on est plus sur une slide où on voit un peu l'entité être comparée avec elle-même dans la durée. Je vous propose de parler connexion. Pourquoi? Parce que Data Studio sans connexion, c'est ni plus ni moins qu'un PowerPoint. Donc, c'est l'élément le plus important pour démarrer. Déjà, ce que je fais avant de faire des jolis slides et avant de faire en même temps que je fais mon tableau Excel un peu pour organiser mes idées, je bidouille. Clairement, j'ouvre Data Studio, je me masque des pages en test, je connecte une donnée et je fais des tableaux, des appels, des graphiques, je regarde ce que je peux en tirer. C'est moche, ça n'a pas vocation à être partagé si ce n'est juste aujourd'hui. C'est juste pour moi, pour savoir, ok, donc ce connecteur, il donne quoi? Je vais chercher, je vais creuser et je commence à voir un peu ce que je vais pouvoir rapprocher. Et à partir de là, je vais pouvoir me dire, ok, donc dans mon fichier Excel, je vais décider d'appeler cette donnée comparée à celle-ci parce que je sais que je peux la récupérer, j'ai fait mes tests. Mais je ne commence pas directement par faire ma jolie slide. Quelques outils SEO qui ont des connexions. Vous avez forcément la suite Google, Monitorank et Systrix qui sont natifs pour tout le monde. Et pour les autres, c'est principe. Généralement, il faut avoir une certaine formule pro avancée pour débloquer les connecteurs. Là, moi, j'ai pas mal d'exemples avec SEMrush. J'ai utilisé Monitorank aussi par le passé. Si vous voulez connecter d'autres outils, vous avez quelques tips gratuits que je vais vous donner. Alors, je ne les connais pas tous très certainement, mais en tout cas, ces deux-là pourront vous servir.
Make, qui s'appelait Integromat avant, a accès à tout ce qui est sur la droite. Moi, j'ai utilisé Sendinblue, notamment. Et vous avez le droit à 2 scénarios gratuits. Donc voilà, s'il y en a 2 parmi ceux-là que vous avez envie et besoin de connecter, déjà, vous pouvez utiliser ça pour les avoir gratuitement. Et ensuite, il y a Data Hub by Gladior. C'est 14 connecteurs qui sont gratuits. Pour le coup, moi, j'ai utilisé Google My Business, My Profile. Ça fait depuis que j'ai vu qu'il y avait une conf que je sais qu'il faut que je l'appelle autrement, mais les habitudes sont rudes. Et LinkedIn. Et du coup, là, je remonte des données LinkedIn My Business, du coup, gratuitement, sans forcément aller payer un connecteur en plus. Si bien sûr vous n'avez pas le choix, que vous ne trouvez pas de solution gratuite, etc., il y a bien sûr les alternatives payantes, et pour ne citer que les plus notoires, Supermetrics, Funalio, etc. Les connecteurs maison, quand on a des développeurs, on peut créer ses propres connecteurs. Solution à vos risques et périls, mais il y a aussi des connecteurs sur GitHub que vous pouvez remonter sur Google Apps Script, et bien sûr la source, etc., tout ça, c'est à vous de voir. Et puis, il y a la méthode artisanale, il restera toujours Google Sheet, n'importe quoi que vous allez... Par exemple, moi, mon gestionnaire de cave à vin, c'est un formulaire Google Form qui alimente un Google Sheet qui est relié à mon Data Studio. Donc ça reste la solution, la dernière solution que vous pouvez utiliser. Et là, par exemple, sur la droite, c'est un crawl automatisé de Screaming Frog qui me remonte toutes mes erreurs H1 qui ont plus de 70 caractères, par exemple. Justement, on va parler de Screaming Frog. Je ne vous ai pas mis tout le détail de comment programmer ces crawls. Je vous mettrai ça sur mon site si jamais ça vous intéresse, mais de toute façon, la doc aussi de base est bien faite. Mais du coup, à quoi ça me sert? Là, ici, j'ai une vue, une page, où j'ai agrégé mes erreurs techniques. Pourquoi? Parce que j'ai 15 sites, je ne peux pas aller tous les lundis sur 15 Search Console, faire 15 crawls. Et finalement, je prends la décision de ne pas m'inquiéter des erreurs techniques tant que je ne vois pas que d'un coup, j'ai plus 50% de problèmes. Par contre, le lundi où ça me prend 5 minutes d'aller regarder et je vois que j'ai plus 100% d'erreurs sur tel site, je vais aller pinguer le développeur et lui dire « Tu m'as fait quoi ?» Et finalement, j'ai qu'une semaine dans la vue pour me rendre compte qu'il y a un problème, par exemple. Donc ça peut être super pratique. Je vous ai mis une petite formule en bas, par exemple, vous avez Screaming Frog qui vous remonte 4 types d'erreurs H1. Si vous faites une somme des 4, vous pouvez remonter le nombre total d'erreurs H1 que vous avez dans votre tableau, etc. Donc c'est des formules assez simples. Ça, c'est des exports incrémentaux. C'est-à-dire que vous allez faire un export où chaque semaine, ou la période que vous voulez, vous avez un eurodatage et vous avez le nombre d'erreurs, c'est tout. Et comme ça, vous allez pouvoir comparer, j'ai 50 erreurs cette semaine, j'en avais 25 la semaine dernière, etc. Et ensuite, vous allez avoir les crawls complets. Là, vous allez exporter un fichier Google Sheet par typologie d'erreur. C'est le fameux mes erreurs H1 trop long. Donc là, attention à avoir l'intérêt, parce que du coup, c'est autant de fichiers que vous allez devoir connecter à votre Data Studio. C'est très artisanal, chronophage, donc il faut que vous en ayez vraiment l'intérêt d'utiliser la DataVis pour du coup exploiter tous ces crawls automatisés. Ici, c'est un exemple des Core Web Vitals. Grosso modo, je connecte Screaming Frog avec l'API PageSpeed Insight. Il me ressort du coup des fichiers Google Sheet avec l'ensemble des pages qui présentent des erreurs de speed index. Voilà. Et à partir de là, si je fais le camembert lambda, je vais avoir des mini-portions de chaque valeur différente. Incompréhensible. Donc là, il faut qu'on les regroupe. Pour les regrouper, tout simplement, on fait une formule conditionnelle. C'est la formule à connaître sur Google Data Studio. C'est tous ceux qui sont inférieurs à 1800, et ben tu m'écris inférieur 1,8 secondes. Et du coup, moi, je les range en 3. Les bons, les moyens, les mauvais. Et comme ça, j'ai plus que 3 catégories. Et je peux avoir mon graphique qui me remonte, du coup, les bons, les moyens, les mauvais, rangés ensemble. Là où la data art va avoir un intérêt, c'est que du coup, vous allez pouvoir spécifier une couleur à vos valeurs. Donc les bons, verts, les moins bons, moyens, les mauvais, rouges. Et là, d'un coup d'œil, vous voyez, c'est parlant à tout le monde. Et là, la couleur a plus qu'un intérêt artistique, c'est de l'ergonomie, c'est presque obligatoire. À gauche, le petit exemple en comparaison, là vous faites couleur unie, vous prenez la couleur principale de votre charte graphique, en 2 temps 3 mouvements, tous vos graphiques qui sont à votre charte, et vous pouvez mieux vous approprier le document, et c'est quelques clics et c'est assez rapide.
Voilà pour la partie Screaming Frog, comment vous pouvez crawler. J'espère, après chacun ses usages, mais j'espère que ça vous donne des idées de tout ce que vous pouvez finalement faire avec vos propres outils que vous avez, etc. Après ça, je voulais vous parler de tag. J'ai appelé ça un tag est un filtre qui s'ignore. Parce que par exemple, vous allez avoir des milliers de mots-clés. Bon, j'ai pris des cas très SEO, mais quand vous avez des milliers de mots-clés, ils sont tous uniques. À partir de là, quand tout est unique, on ne peut rien comparer. Il faut faire des regroupements, et du coup, vous allez pouvoir comparer le groupe A versus le groupe B, ou chaque groupe versus un autre groupe équivalent dans un autre jeu de données. Et du coup, les tags, ça va être extrêmement important pour formater la donnée. Donc moi, je me suis mise à traduire mes mots-clés. Par exemple, exemple CV directeur commercial, c'est un mot-clé candidat du métier commercial avec un profil de responsable. Et là où j'ai candidat, je vais avoir aussi emploi. Là, il est en train de chercher une info pour sa candidature. Il n'est pas en train de rechercher une offre, c'est différent. B2B, c'est plutôt du coup une entreprise qui va chercher à recruter ce directeur commercial. Et cabinet, c'est quelqu'un qui va chercher un prestataire pour l'accompagner. Et ça correspond chez moi à des rubriques de mon site. Donc mes mots-clés sont formatés à l'image des rubriques de mon site. Après, on peut aller dans le détail. On peut filtrer les responsables et les juniors, parce que c'est des personas différents, peut-être qu'ils ne vont pas consommer les mêmes contenus. On va se rendre compte que les mots-clés plutôt juniors, Google nous met beaucoup plus de vidéos YouTube dans les snippets. C'est pas si étonnant que ça au final, mais on le sait parce qu'on voit qu'il y a une différence entre les juniors, les normaux et les responsables. Et là, ce n'est pas utilisé dans ce cas présent, mais on peut aller sur du filtre par zone. Alors peut-être pas par département, par région, c'est un peu chronophage. Province versus Île-de-France, c'est peut-être un peu trop déséquilibré. Là, moi, j'ai trouvé le bon équilibre entre ceux que je vous ai mis ici. Du coup, concrètement, ça donne qu'à chaque fois, là, je vous ai mis 6 mots-clés. En fait, c'est pas la même chose, mais grosso modo, ils sont regroupés ensemble. Ça, c'est des mots-clés B2B commercial, pour un métier de commercial. Ça, c'est des mots-clés d'un commercial qui recherche une offre d'emploi en Île-de-France. Ça, c'est un commercial qui recherche un emploi junior. Et ça, c'est un candidat junior qui se pose des questions. À partir de là, ce que je voulais vous montrer, c'est que du coup, moi, je distingue la liste de mots-clés de travail de celle de suivi. La liste de mots-clés de travail, c'est des milliers de mots-clés qui sont à ma disposition pour enrichir mes contenus. Alors, très certainement, il y en a qui vont du coup utiliser les solutions où vous dites j'écris sur tel sujet et l'outil qui a un peu d'IA vous dit il faut que tu intègres tel mot dedans. Moi, je préfère bosser artisanalement, je vais faire des recherches, je vais chercher moi-même tous ces mots-clés qui sont à ma disposition, parce que c'est un moment en fait où quelque part, ce serait peut-être un peu fort de dire que je me connecte à ma cible, mais d'une certaine manière, je vois ce qu'elle recherche. Par exemple, je me suis rendu compte qu'il y avait certains métiers où il y a beaucoup de gens qui cherchaient accroche CV commercial et qui se disent voilà, je vais rajouter une accroche sur mon CV, ça s'est recherché, ou qu'il y avait un métier où les gens se demandaient comment on devait l'appeler. Quelqu'un qui met en rayon des choses dans un magasin, il y a beaucoup de mots-clés, c'est quel nom mis en rayon. Et ça, c'est pas tous les métiers qui sont comme ça. Et je le sais parce que j'ai pris le temps d'aller chercher, regarder les combinaisons autour de mes mots-clés, et du coup, de me familiariser avec ce que ma cible peut rechercher. Et donc là, ces milliers de mots-clés, en les taguant, et donc après, quand vous les filtrez, ça vous permet de retrouver ceux qui sont, voilà, si je suis en train de parler à un candidat junior commercial, je vais aller chercher tous les autres qui correspondent à ce filtre-là pour savoir comment je peux quels autres mots je peux ajouter dans mon contenu qui font sens pour moi. Et donc, a fortiori pour lui. Ça ne va pas forcément nous aider pour la data vise. Ce que je disais tout à l'heure, des milliers de mots-clés différents, là on a beau les formater, ça reste très aléatoire. Par exemple, j'ai des divisions, j'ai 1000 mots-clés, j'en ai 4000. À un moment donné, il faut processer, cadrer, et c'est là que rentre la liste de suivi. La liste de suivi que j'appelle le championnat, c'est en sport, quand vous êtes à l'entraînement, vous travaillez, c'est important, et ça vous aide en fait à être meilleur sur le match qui va compter. La liste de suivi, c'est le match qui va compter. C'est que parmi ces tags que je vous ai mentionnés, j'ai gardé, alors dans la solution que j'ai le droit à 1500 mots-clés max. J'ai 15 cabinets. Autant vous dire que je suis limitée à une centaine. À partir de là, 100 quand on a 1000, c'est peu. Et du coup, il faut être assez drastique. B2B, j'en ai gardé 10. Cabinet, j'en ai gardé 10. Candidat, 15.
emploi 40, 5 par région à l'intérieur de tout ça, rémunération 15, et vous voyez que j'ai aussi des tags spécifiques. Sur commerciaux, j'ai des tags commercial, e-commerce, clientèle. Sur Legal Talent et aussi ressources humaines, j'ai des tags du coup DRH, juriste, etc. Mais du coup, j'ai dans ces deux entités les mêmes tags, et donc à partir de là, je vais pouvoir comparer des carottes et des carottes, des choux et des choux. C'est-à-dire que je sais que ma position moyenne cabinet sur l'entité commerciale, elle est de 10, et donc c'est bien meilleur que 20 sur, c'est des chiffres complètement fictifs, hein, que 20 du coup sur l'entité juridique, et donc je sais sur laquelle je dois avoir le plus d'efforts à fournir, etc. Je me suis amusée par exemple sur les zones. Je vous disais, j'ai regroupé des régions entre elles, donc ça c'est un PNG, mais ça permet de voir comment je les ai regroupées, et à partir de là, je ressors la position moyenne et le volume moyen sur les mots-clés de la liste de suivi dans chaque région. Ça peut me permettre de savoir, par exemple, par laquelle je vais commencer mes efforts SEO pour aller chercher du volume localement. Concrètement, dans un cas plus générique, parce que là je vous ai parlé un peu de recrutement, je pense pas que ça... Enfin, j'espère que ça vous fait réfléchir sur vos propres sujets, mais l'idée c'est de revenir sur quelque chose de plus standard qui va parler à tout le monde. On va prendre un cas fictif de prise de décision. Beaucoup d'ici se sont posé la question, quel va être mon prochain cocon sémantique? Parce que le mois prochain, on ne peut pas en faire 6 d'un coup, on va en faire 1. Et donc, c'est quoi le prochain qu'on va faire? C'est un jeu de données très simple, hein. Bien sûr qu'il y a le trafic, qu'il y a le volume de recherche, qu'il y a la compétitivité des mots-clés. Enfin, voilà, j'ai simplifié. Pour mes tags A, B et C, vous mettez ce que vous voulez derrière, des produits, des prestations. Bon, c'est plus des produits vu la marge unitaire. Si vous faites 8 € de marge unitaire sur une prestation SEO, c'est qu'il y a un souci. Mais du coup, vous avez la position moyenne, le taux de conversion, la marge unitaire. À partir de là, A, moi, il me pose problème. Je suis 28e en position moyenne. L'effort à fournir pour arriver page 1 et que ça me génère plus de vues, enfin, plus de visibilité, donc plus de volume de trafic et donc à fortiori plus de ventes, il est beaucoup plus... À effort égal, j'ai quand même plus de chances d'arriver à la page 1 avec B et C. Donc je vais me dire, bon bah A, je vais me mettre de côté. Et on pourrait se dire, ben, taux de conversion de B est meilleur, go. Sauf que taux de conversion, mes marges brutes, ben, plus basses. Donc finalement, vaut mieux que j'aille sur C qui fait un peu moins de conversion, mais où là, d'un point de vue business, je vais générer plus d'argent. Et c'est là où, pas juste le SEO, mais finalement, il y a plein d'autres choses. Il y a l'UX, il y a le business derrière. Un produit peut très bien se vendre, mais ça se trouve, vous ne margez pas dessus, etc. Et c'est là qu'au-delà du SEO, il faut, si vous le pouvez, parfois aller voir au-delà de ce qui se passe après que la personne soit arrivée sur le site et les autres KPI. Généralement, vous allez vous rendre compte qu'à chaque problématique, il y a son dispositif digital adapté. On parlait par exemple de A. A, il est relégué en 3e page de Google. Et pas des positions qui stagnent. Je peux tenter une campagne de linking et peut-être que du coup, le mois prochain, au moment de choisir un cocon sémantique, A, il sera remonté 12e en position moyenne et que d'un coup, ça deviendra le cocon sémantique à faire. On a vu que C, on est en train de lancer un cocon sémantique, mais que du coup, ça convertissait moins bien que B. On peut essayer de faire des choses au niveau de l'UX et du marketing automation pour améliorer, du coup, avec le cocon sémantique, le trafic, mais derrière, continuer de travailler la chaîne et travailler l'UX et la conversion. Et un cas d'école, si vous avez besoin de visibilité locale et rapidement, ce n'est pas forcément le SEO qui est le plus adapté. Vous avez peut-être tout intérêt à lancer ponctuellement une campagne Google Ads ou à utiliser les réseaux sociaux avec des campagnes ciblées géographiquement. Et c'est en ça que quand vous êtes confronté devant vos données et quelque part elles vont vous parler, ce sera un peu fort, mais en tout cas ça va vous faire émerger des problématiques, vous allez faire des choix et vous dire ben, ça c'est le dispositif qui par rapport à ce que je suis en train de voir est le plus adapté et du coup la data viz vous permet de prendre une décision. Je voulais vous parler rapidement de pourquoi c'est aussi une révolution organisationnelle. En fait, vous allez pouvoir avoir plus d'agilité. Je n'ai pas vraiment fait exprès, c'est-à-dire que je travaille depuis un moment en approche data-driven autour de la data viz et je viens de l'agence web, j'étais chef de projet, j'ai fait mon mémoire de master sur l'agilité et donc j'aime bien effectivement travailler dans ce côté sprint, où on s'organise en amont, on fait des choses, on fait une revue de ce qu'on a fait, on fait des daily meetings tous les matins, et en fait, sans le savoir, Data-Driven Scrum, ça existe, ça a été théorisé, en tout cas il y a quelques années aux États-Unis, et à la base, c'est appliqué au projet de Data Science.
mais c'est complètement applicable au marketing. En fait, c'est tout simplement un flux de travail de haut niveau. Vous allez attaquer par du brainstorming, vous explorez vos problématiques, des données et vos facteurs clés de succès. CF, je vous renvoie à 3 slides en avance, enfin il y a 3 slides plus tôt, c'est exactement ce qu'on a fait. On a priorisé, on a choisi de faire un cocon sémantique C, on s'est mis d'accord, bon là je vous ai montré l'exemple, mais l'idée c'est que vous allez vous mettre d'accord collectivement sur quelle est la réponse à cette problématique, et ce que je vous disais au début, c'est là que vous allez embarquer votre client et qui va comprendre aussi l'intérêt de cette décision. Et ensuite, vous allez rentrer dans votre run, créer, affiner, on parle souvent en SEO de créer de nouveaux contenus et revenir faire évoluer des anciens. C'est exactement ça, mais sauf que ça peut s'adapter au-delà du SEO. Et ensuite, on analyse les actions, on observe, etc. Ça, c'est comme ça que d'habitude on utilise la data vis, sauf qu'au lieu d'être utilisé que pour analyser après coup, ça va aussi vous aider à prendre la décision en amont. Et vous pouvez grouper ça en un seul moment. C'est ce qu'on fait nous chez Linking Talent. On a 2 cycles. On a un cycle sur les actions digitales, donc SEO et pas que, on a fait des newsletters, etc. Non, il ne reste pas beaucoup. Ok. Ça fait que 30 minutes. À un mois, du coup, on fait la revue des performances et donc on invite aussi les développeurs, par exemple, la direction, les équipes, et on voit du coup où on en est et ce qu'on choisit à faire plus tard. On fait des weekly et des daily. Et au niveau du contenu, on se voit avec les responsables de chaque marque trimestriellement. On appelle ça donc le comité éditorial. On planifie les contenus à 3 mois, du coup, et bien sûr, tous les 15 jours, avec l'équipe qui rédige, on définit ceux qui vont rentrer dans la pipeline des 15 suivants, etc. Ce qu'on a pu entendre chez Linking Talent, plutôt au niveau de la direction, c'est pratique ce rapport à tiroir, c'est une approche douce et intelligente tout en étant une véritable révolution culturelle. Et au niveau des équipes, c'était une semaine plus productive, j'aime mieux le lundi, je me rends compte de mes résultats, je les vois. Ça, c'est chouette parce qu'au-delà d'avoir des bonnes perfs marketing, vous avez des équipes qui sont plus motivées, qui savent où elles vont, qui sont plus efficaces aussi et qui font en mettant des fois moins de temps et font faire des choses avec à plus forte valeur ajoutée. Et un petit exemple ici, on s'est rendu compte au tout début où je suis arrivée chez Linking Talent qu'on avait l'actualité des salaires de gestionnaires de paie 2020 qui rankait mieux que celle de 2022 qu'on venait de publier. Du coup, on l'a retravaillé en obtenant du coup la position 0 sur salaire gestionnaire de paie 2022 et on a écrit du coup un article dédié aux juniors qui arrive du coup en premier derrière. Donc parce qu'on a observé des données, on a pris la décision de faire ça et on a eu des résultats. Et donc le chargé de marketing digital qui a écrit ça, quand il voit ces résultats, il est super fier de lui, il a envie de recommencer, il est impliqué et du coup en plus il monte en compétences. Donc grosso modo, faites de la data vis un support de prise de décision. Et j'espère que ça vous a donné plein d'idées et de choses à faire, etc.